Rue de la République va prendre l'air et respirer les Jeux Olympiques ce dimanche en compagnie de notre invité Laurent Lardy, adjoint en charge du dynamisme économique à Marseille, de l'emploi et du tourisme durable. J'ai tout ? Vous avez tout. Et j'ai bon. Et je suis en compagnie de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, le directeur éditorial. Bonjour Léo. Bonjour. Alors, on commence par quoi ? Peut-être la saison touristique, parce qu'on a vu que le week-end de Pâques, Marseille était en tête de liste des destinations les plus demandées, ce qui vous pose un certain nombre de problèmes. Vous travaillez évidemment le tourisme, vous avez une conception du tourisme qu'on va voir dans un instant. Mais tout d'abord, je voudrais quand même qu'on vienne peut-être sur l'image de la ville qui change singulièrement depuis des années. On en est où, selon vous, de cette image de la ville ? Est-ce que c'est un bénéfice ? Est-ce que c'est qu'est-ce qui colle à la peau aujourd'hui de Marseille ? Ce qui colle à la peau de Marseille aujourd'hui, je crois, fondamentalement, c'est d'abord... on l'a mesuré l'été dernier dans un grand sondage qu'on a fait par Ipsos auprès des touristes, des visiteurs à Marseille, en les interrogeant sur la ville. C'est une excellente image de la ville et qui repose en particulier sur le fait que c'est une ville qui a une identité, que cette identité, elle repose sur deux diversités, de la diversité culturelle et de la diversité sociale. Donc aujourd'hui, ce qui attire à Marseille, la curiosité, elle est tournée vers ces deux éléments. Et ces deux éléments, pour moi, sont compatibles, d'une part. Ils sont très complémentaires, mais ils appellent quand même à la vigilance, parce que ce sont des éléments qui sont fragiles. Il faut savoir gérer, effectivement, l'afflux. Et que ces qualités qui font finalement que, en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup de Marseillais, ces deux types de diversité sont les raisons pour lesquelles moi je vis à Marseille aujourd'hui et j'aime vivre dans la ville où je suis né, sont aussi celles qui attirent des touristes. Et donc, il faut aussi travailler pour faire la promotion de ça et conserver ça. Alors malgré tout, Marseille a bien des grandes difficultés, notamment du point de vue du trafic de drogue. Certains magistrats ont parlé de narcoville. Est-ce que ce type d'expression nuit à l'attractivité de Marseille ? Alors je ne crois pas, parce que d'abord je trouve que le terme lui-même est complètement inadapté, puisque pour moi une narcoville, c'est, lorsque je prends des cas que je connais bien pour avoir une épouse qui est originaire d'Amérique centrale, une narcoville c'est une ville dans laquelle tous les systèmes, y compris le système politique, y compris le système judiciaire, sont impliqués et corrompus dans un système. J'espère, mais je pense fermement qu'à Marseille, ni le système politique, ni le système judiciaire ne sont impliqués dans les trafics de drogue. Pour autant, les habitants vivent une réalité qui n'est pas forcément celle que vivent les touristes. Bien et donc, entendu. il faut arriver à concilier tout ça. Tout à fait. Je crois que c'est une ville qui est extrêmement diverse, des lieux qui sont très divers. On le voit d'ailleurs dans notre stratégie de développement touristique sur la ville. C'est bien de considérer qu'aujourd'hui, la curiosité des visiteurs doit commencer par celle des Marseillais, avec toute une stratégie qui vise à ce que les Marseillais eux-mêmes découvrent l'entièreté de leur ville. Et que lorsqu'ils habitent, par exemple, dans le sud de la ville et qu'ils n'ont qu'une image finalement très vague des quartiers nord, on soit capable de leur faire découvrir, à eux aussi, aux Marseillais d'abord, la réalité des quartiers nord, de la diversité des espaces, de la culture qui existe à l'intérieur de ces quartiers, et pas simplement des images qu'on voit à la télé avec des personnages qui se baladent en pied d'immeuble et des opérations spéciales pour lutter contre le trafic de drogue. Vous êtes en charge de l'emploi, il y a beaucoup de problèmes de chômage qui se posent dans ces quartiers. Comment on arrive à mettre en adéquation ce besoin de travail et puis ce développement touristique ? Alors, si vous liez le sujet au développement touristique, aujourd'hui, ça revient à un des principes fondamentaux de la stratégie de développement. Peut-être une petite parenthèse. Jusqu'à présent, jusqu'en 2020, c'est très clair, le tourisme était une politique municipale, mais qui était laissée entre les mains des professionnels. Nous considérons que le développement touristique est une politique publique. Elle concerne autant les professionnels du tourisme que les visiteurs, que les Marseillais. Donc, fondamentalement, on est sur cette équation. Alors, dans la stratégie que nous développons aujourd'hui, par rapport à la question de l'emploi, il y a cette formidable opportunité qui existe à Marseille aujourd'hui, c'est de ne plus être sur une très haute saison qui globalement est de juin à septembre, avec en plus tous les problèmes que ça peut poser en termes de surfréquentation, mais bien d'avoir un lissage du développement touristique à l'année. C'est déjà le cas. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à Marseille, au cours du week-end, on a été, selon
je crois que c'est le site Week-end Booking de qui Pâques, l'a un fait. Booking. Voilà, tout à fait, sur Booking. La deuxième destination la plus demandée en France après pareil, donc c'est inédit, mais c'est cranté, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la saison touristique moyenne et haute se situe sur 6 à 8 mois. Donc l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir une fréquentation touristique lissée à l'année, et la conséquence pour l'emploi, c'est d'abord plus d'emplois, et puis surtout des emplois de meilleure qualité, parce que ce sont des emplois à l'année et non plus des emplois saisonniers. Des emplois pour les Marseillais? Des emplois pour les Marseillais, bien entendu. C'est des emplois qui sont relativement peu délocalisables, enfin, où l'import de main-d'œuvre venant d'ailleurs est beaucoup plus difficile, sauf pour des gens qui décident de venir à Marseille, puisque par définition, on devient Marseillais le jour où on pose sa valise et on lève le regard et qu'on regarde les autres. On a vu il y a quelques jours l'Office de tourisme et la municipalité organiser un forum emploi justement à destination de tous ces métiers, effectivement, de l'accueil. Vous disiez qu'il y avait quelque chose en commun, c'était l'accueil. Il y a encore une mine, il y a encore un gisement d'emploi, et les personnes qui habitent dans les quartiers nord peuvent en profiter. Près de 300 emplois étaient offerts par des hôtels, des professionnels du tourisme, la ville elle-même sur des fonctions d'accueil, l'office de tourisme. Le retour est extrêmement positif. Il y a eu beaucoup de candidats. Il y a eu plus de 300 candidats qui ont été vraiment en contact, et les choses sont en train de se finaliser. Moi, j'ai des retours par mail, non pas de félicitations. Bon, c'est sympa les félicitations, mais vraiment de remerciements de gens qui ont trouvé des solutions, des professionnels qui ont trouvé des solutions de recrutement. Avec ou sans formation? Parce que si je suis pas formé, qu'est-ce que je fais? Vous avez beaucoup traditionnellement dans le tourisme de métiers sur lesquels vous vous formez un petit peu sur le tas. Si vous êtes serveur dans un bar, a priori, vous ne faites pas d'école et vous rentrez là, et puis ça peut devenir un vrai métier, parce qu'une fois de plus, c'est le métier de l'accueil. Ce sont les métiers de l'accueil. Et je crois qu'il y a aussi une évolution des professionnels par rapport à ça. Avant, rentrer dans un bar en disant bon, ben là, tu dois arriver à l'heure, tu dois repartir à l'heure, etc., etc. C'est un métier dur, tu dois prendre à porter un plateau. C'est quand même pas la même chose que ce que je commence moi à entendre de la part des professionnels, c'est-à-dire de dire tu viens ici, tu vas faire un métier dans lequel les gens y viennent ici pour se détendre. Tu es là pour les servir, tu es là pour être à leur service, tu es là pour être attentif à ce qu'ils veulent. Et tout à coup, l'état d'esprit est complètement différent, et un métier qui peut paraître un métier banal peut commencer à devenir un métier passionnant. Alors néanmoins, il y a quand même des désagréments de cette attractivité. On pense évidemment au croisiérisme, on pense à la pression exercée par Airbnb sur le logement des Marseillais. Qu'est-ce que vous faites pour diminuer ces désagréments? Alors, en fait, pour moi, il y a deux sujets dans votre question. Le premier, c'est effectivement les phénomènes de surtourisme. Les phénomènes de surtourisme sont alors liés aux croisières ou pas, parce que le surtourisme existe à certains moments à Marseille. Plus 28% de touristes l'année dernière à Marseille. Voilà, tout à fait. Donc on est Ils sont bien quelque part, donc ces touristes. Voilà, mais bon, il y a des moments où ça pose pas de problème. C'est-à-dire que sur le week-end de Pâques, on pouvait dire qu'il y avait beaucoup de touristes qui étaient dans Marseille. Tout le monde est content, parce que finalement, on voit des touristes, on entend des gens parler en langue étrangère, ils sont là, ils sont pas trop nombreux, ça fonctionne bien. Après, les problèmes, ils sont essentiellement concentrés sur des spots à Marseille qu'on connaît, qui sont la zone du Vieux-Port, qui sont les Calanques, qui sont les plages l'été, qui sont Notre-Dame de la Garde, par exemple, et qui sont des endroits dans lesquels on doit décompresser. Donc la solution pour ça, pour nous, c'est de faire découvrir Marseille beaucoup plus largement. D'abord, le très grand centre-ville, sur lequel on peut considérer qu'il y a déjà énormément d'attrait, et puis, et c'est la politique qu'on développe au niveau de l'Office du tourisme maintenant, c'est de faire appel aux maires de secteur, qui chacun vont arriver avec une sorte de feuille de route sur ce qu'ils désirent en matière de développement touristique dans leur secteur. Il est certain que si vous interrogez le maire du 11-12, il ne va pas vous faire le même type de réponse ou de demande que la maire du 1-7, qui, elle, est plutôt dans de la gestion en fait, de flux, alors que lui, il a des sites magnifiques qu'il a envie de faire visiter. Alors, oui, ça, c'est pour répartir un peu, on va dire, le touriste dans la rue. Oui. Mais ça ne répond pas aux questions posées par les difficultés d'accès au logement pour les Marseillais à cause du phénomène Airbnb, ou par notamment les nuisances en matière de pollution qui sont apportées par les gros navires de croisière. C'est la fonction du politique, il faut réguler. Donc, les locations de courte durée, vous citez le nom de l'opérateur principal, il fait pratiquement 80% du marché, c'est une question de régulation. Et la régulation, pour moi, elle commence par la lutte contre les fraudeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on considère que vous
avez un appartement et que vous décidez au milieu de l'été, parce que vous partez un mois en vacances, de le mettre sur une de ces plateformes, moi je pense que là on est à la source et à l'origine de la bonne idée qu'est cette opération de mettre en location pendant un mois. Lorsque vous mettez aujourd'hui, lorsque vous achetez un immeuble, que vous le rénovez avec un architecte et que vous mettez les 8 appartements en location à des étudiants pendant 8 mois et que le reste du temps vous le mettez en Airbnb, là c'est pour impossible, moi vous êtes normalement. C'est voilà. un logement. Ouais. Donc vous êtes hors des clous, sauf que Oui. on a vous connaissez le double problème, c'est-à-dire que d'un côté, nous, la volonté de la ville de Marseille, c'est de se mettre au taquet des possibilités offertes par la loi, mais en même temps, et c'est un travail que font conjointement d'abord le maire de Marseille, mais également Patrick Amico qui travaille beaucoup sur ce sujet, il est celui de faire bouger la loi pour qu'on ait la possibilité, en tant que commune, d'adapter aux zones en particulier qui sont en forte tension, la possibilité d'avoir des règles beaucoup plus draconiennes sur le développement des locations de courte durée. Qu'est-ce que vous répondez au monde économique qui vous dit il ne faut absolument pas se couper de la manne financière du tourisme? Attention, notamment, on a vu qu'avec les croisières, les croisiéristes, ça se passe pas forcément toujours très très bien au niveau de la municipalité. Oui. Qu'est-ce que vous leur répondez au monde économique qui dit attention, nous on en a besoin pour vivre? Moi, je leur réponds qu'on a besoin de développer un tourisme de qualité, que les professionnels du tourisme ont besoin d'un tourisme de qualité. Et je leur réponds que le tourisme de masse tue ce dont il vit. Petit à petit feu, il tue ce dont il vit. Donc on ne peut pas laisser, il faut réguler. Il le tue comment? Il le tue simplement par l'effet de masse. L'effet de masse, c'est-à-dire que vous avez un endroit qui a une identité. Vous voulez que je vous parle du Vallon des Offres? Le Vallon des Offres, l'identité du Vallon des Offres, lorsque vous vous baladez, que vous le visitez comme un lieu marseillais, aujourd'hui, un petit pic avec un petit port, un petit restaurant sympa, etc. Ce qui est devenu au cœur de l'été le Vallon des Offres tue l'identité de cet endroit complètement. Et les touristes commencent à se détourner de cet endroit-là par contre, qui continue à être fréquenté effectivement par des gens qui ont envie de s'arsouiller pendant 2-3 heures le soir. J'ai pas de problème avec ça, c'est très bien. Mais on a besoin de réguler. Mais regardez, c'est la fonction politique. Il faut réguler sur les Airbnb, comme il faut réguler sur les croisières, comme dans un domaine complètement différent, il faut réguler sur les data centers. Il ne s'agit pas d'interdire les croisières, il ne s'agit pas d'interdire les Airbnb, il ne s'agit pas d'interdire les data centers, mais il faut réguler. Alors, on parle beaucoup de tourisme, vous avez plus largement la compétence de l'économie, même si c'est un domaine sur lequel les collectivités autres, comme la métropole ou la région, sont très impliquées. Comment vous vous en sortez sur ce domaine-là, alors qu'on sait que les frictions sont très nombreuses? Il y a un sourire, je précise, pour ceux qui ne sont pas devant la radio. Écoutez, petit à petit... on arrive à imposer quelque chose parce que la feuille de route sur le développement économique qu'on a votée à l'automne est tellement logique, tellement limpide par rapport à ce qu'il faut aujourd'hui imprimer comme stratégie pour le développement économique de la ville que ni la métropole, ni la région ne peuvent arriver en disant nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, on imprime aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le foncier économique. On est sur l'espace de la ville de Marseille. Moins de 5% du foncier est voué à l'économie. Okay. Aujourd'hui, on a des phénomènes en plus de ça qu'il faut que même cette partie-là, elle n'est pas fluide. Pourquoi? Parce qu'il y a historiquement à Marseille des phénomènes de grandes familles qui font de la rétention foncière, toujours avec dans une Il y a logique... encore du foncier à ouvrir. Mais il y a plein de fonciers. C'est-à-dire il y a du foncier aujourd'hui qui est en statut économique. Vous avez des gens qui possèdent des terrains, des friches par exemple, et qui ne les mettent pas sur le marché. Pourquoi? Parce que les sports secrets, bien entendu, c'est que tout ça passe un jour en logement. Donc vous allez faire 2 fois, 3 fois la culbute. Et comme ils ont les reins solides et qu'ils peuvent attendre 10 ans, 20 ans que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas à certains moments, vous avez aussi une partie de ce foncier économique qui n'est pas mis à disposition. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, par exemple, on travaille avec la métropole. Donc nous, on a renforcé le lien avec l'établissement public foncier régional. On fait des préemptions. On a racheté la station Alexandre, ça on l'a fait sans la métropole d'ailleurs, on l'a fait uniquement avec l'établissement public foncier régional. On est dans le 3e arrondissement, je crois, la station. Actuellement sur l'ancien siège des Pillards, on a une opération qui maintenant est réalisée sur le haut Canebière. On a une autre, toujours sur Plombières, on a une autre opération qui est en cours. L'objectif, c'est d'arriver sur... moi, je ne travaille pas à l'échéance du mandat, je travaille sur 10 ans. Donc, disons qu'à l'échéance de la fin... Vous êtes optimiste. Non, pas du tout. Je pense que je suis raisonnablement optimiste, en tout cas, en disant qu'à échéance de la fin du second mandat, on devrait avoir
proposer une quinzaine d'opérations bien réparties sur l'ensemble de la ville qui vont permettre à des investisseurs économiques porteurs de projets économiques créateurs d'emplois de s'implanter sur la ville. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec la métropole. Oui, vous nous décrivez finalement un travail qui fonctionne bien. On a quand même en mémoire les déclarations de Renaud Muselier, notamment sur les fonds européens, disant que vraiment la mairie était en dessous de tout, qu'il y avait énormément d'argent disponible, que vous n'alliez pas chercher. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? À condition de savoir remplir un formulaire européen, un formulaire CERFA. Oui, Renaud Muselier raconte beaucoup de choses. Évidemment, quand on raconte beaucoup de choses, parfois on raconte n'importe quoi. Et là, en matière de fonds européens, nous, on est arrivé avec une ville qui ne recherchait tout simplement pas les fonds européens. Donc, on a déjà passé 1 an à s'équiper. Il faut avoir des services instructeurs pour travailler sur ces sujets. Si on prend l'année dernière, je pense parce qu'on est dans une montée en puissance. Je crois qu'on a dû déposer à peu près 21 dossiers. Sur ces 21 dossiers, il y en a encore 10 qui sont à l'instruction. Sur le nombre qu'on a gagné, c'est-à-dire sur les 6 qu'on a gagnés, je crois qu'on est sur... On génère à peu près 1,5 million d'euros de bénéfices de subventions européennes pour la ville de Marseille dans les services numériques municipaux. Et vous le savez également, également sur, par exemple, la patrouille maritime de la police municipale, qui était également par des fonds européens, ou par exemple sur le plan décarbonation 2030, sur lequel en plus on est en train d'atteindre une deuxième partie, puisque maintenant on est sélectionné à Lyon, j'allais dire, dans la deuxième partie, qui devrait générer beaucoup plus de financement. Et l'idée des financements européens, attention à une chose, c'est qu'on ne recherche pas simplement des financements européens pour la ville de Marseille. Dans le cadre de France 2050 sur la décarbonation, maintenant la deuxième partie dans laquelle on a la possibilité de flécher vers des privés. Donc on travaille par exemple dans la vallée de l'Uvonne, vous avez une association d'entrepreneurs qui s'appelle les entrepreneurs de la vallée de l'Uvonne. Les entrepreneurs de la vallée de l'Uvonne, on est en train de travailler avec eux pour que l'Europe leur verse directement des subventions pour qu'ils puissent travailler à la transition écologique des entreprises de la vallée de l'Uvonne. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à Marseille pour franchir un cap et être une capitale maritime ou un port du niveau de Barcelone ou de Gênes ? Vous qui avez une vision, ça fait maintenant 3 ans ou 4 ans que vous êtes aux affaires. Il y a 2 choses du côté le port est un vaste sujet. La ville, quoi. Les Parce bassins que quand on parle est, du les port, bassins est. Des bassins est. Oui. Prenons les bassins est pour ce qui concerne la ville du point de vue de la proximité géographique. Il y a différents dossiers. Il y a celui d'enfin réaliser la charte Ville-Port qui a été signée en 2011 ou 2012 déjà maintenant, c'est-à-dire une véritable collaboration entre la ville et le port. Nous, on est arrivé en 2020, vous avez une ville et un port qui se tournent le dos, qui ne se parlent plus. Sur la décision de la municipalité précédente, après avoir subi des échecs au niveau de projets qui voulaient développer à le l'intérieur port du n'a d'autonome que le nom, disait Jean-Claude Gaudin. Oui, tout à fait. Que je cite souvent et ça fait sourire Léo Purgatin. Absolument. Mais surtout, le port, il reste autonome dans sa culture aujourd'hui. Et c'est ça qu'on est en train de changer. C'est-à-dire que nous, on s'est retourné vers le port et on dit maintenant, on est prêt à dialoguer avec vous. Mais on a un dialogue exigeant. Alors, ça n'a pas plu beaucoup au départ parce que c'est vrai qu'on est monté avec des éléments quand même un peu rugueux, j'allais dire. Évidemment, celui des pollutions et d'ailleurs, pas seulement pollution atmosphérique, mais nuisances sonores, etc., par rapport aux riverains, etc., en disant maintenant il faut qu'on travaille sérieusement sur ce sujet. Mais on est sur les autres sujets. Le maire de Marseille s'est battu, et c'est lui qui est allé convaincre le maire de Lyon, par exemple, d'enfin autoriser, faciliter le développement du contournement ferroviaire de Lyon, qui est fondamental, vital pour l'avenir du grand port maritime de Marseille. Donc on travaille sur ces questions-là. Après, il y a le développement du trafic marchandises très clairement sur les bassins est, sur lesquels nous portons des messages auprès du port, parce que nous écoutons tout le monde et qu'on a besoin maintenant de s'équiper. On a besoin de s'équiper plus complètement sur le port. Léo Purgatin, une question. Et sur la vocation de ces bassins est, parce qu'on entend aussi les inquiétudes des travailleurs portuaires qui disent attention, on ne veut pas que ça devienne une grande surface de data center. Mais oui, tout à fait. Donc, nous avons pris une délibération sur les data centers. La métropole ayant refusé de statuer, puisque c'est elle qui est censée développer un schéma métropolitain sur ce sujet. Mais maintenant, on travaille main dans la main avec la préfecture, qui vient d'inviter la métropole autour de la table. Et la délibération que nous avons votée récemment sur les data centers, je peux vous dire qu'elle sert de modèle pour savoir ce qui va se faire au niveau métropolitain. Donc, c'est aussi le rôle de la ville, à un moment, d'avoir eu quelque chose, d'être dans une situation compliquée par rapport aux data centers. Oui, sur le port, la question de la location des sursols, c'est-à-dire de la stratégie de l'État pour
gagner de l'argent en fait en louant à des activités plus ou moins proches des activités portuaires se pose aujourd'hui. Mais après, nous, on rentre dans le jeu en disant, mais attendez, nous, qu'est-ce qu'on a remarqué là? On a des camions qui arrivent sous douane avec des marchandises fraîches, d'accord, et qui sont obligés, parce qu'il n'y a pas d'entrepôt frigorifique sous douane sur le port de Marseille, de traverser Marseille pour aller se stocker en attendant d'être sous douane. Vous imaginez le nombre de trafics camions que ça fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, la ville de Marseille porte auprès du port un message, mais relayé, vous l'imaginez, par les industriels et par les professionnels, qui est de dire, oui, il faut que le port équipe en espace frigorifique sous douane les bassins est. Laurent Lardy, il nous reste une poignée de secondes pour 2 questions. La première, c'est quand on aura fait la balance pour, contre, avantages, inconvénients des Jeux Olympiques, est-ce qu'elle va être positive, cette balance? Puis il y a la flamme du 8 mai qui arrive, puis ensuite il y a les épreuves cet été. J'en suis convaincu. Très bien. Et qu'est-ce que la République pour vous, puisque vous êtes nouveau dans cette émission, même si vous allez venir à nouveau sur ce plateau? Il y a plein de réponses, on pourrait prendre 1 heure à parler de la République. La question pour moi, c'est il n'y a pas de République sans citoyens. Il n'y a pas de République sans citoyens. Merci beaucoup. Et on comprend la participation qu'on doit avoir effectivement à travers votre réponse dans la vie politique, notamment et dans la vie de la cité. Merci beaucoup Laurent Lardy, adjoint au tourisme, adjoint à l'économie et au tourisme durable et au dynamisme économique à la ville de Marseille, d'avoir été notre invité dans Rue de la République. Excellente journée à vous. Merci à vous. Merci à Léo Purguette et à la semaine prochaine.